chacun des 4 volets qui vont être abordés. On a dit qu'il y avait au total 13 normes, dont 2 sur les cross-cutting standards. Donc on va démarrer sur les cross-cutting standards. Et là, je vous repasse la parole, Sylvain et Anne. Ouais, merci. Alors là, on commence les choses sérieuses. Alors on va utiliser du jargon, on va essayer de le définir. On va essayer de ne pas vous assommer non plus en descendant qu'une liste de disclosure requirements. On a essayé de prendre un peu de recul pour chaque norme, à essayer de raccrocher ça à la réalité et aussi à ce que ça va changer en pratique. Donc l'exercice n'est pas parfait, mais on va essayer de s'arrêter sur ce genre de choses. Je passerai la parole de temps en temps à Sylvain, justement, pour qu'il nous ramène à la réalité des choses et à la pratique opérationnelle. Donc on a 2 normes, ESRS 1, ESRS 2, et je vais vous expliquer les différences là sur le slide suivant. Donc la première norme, ESRS 1, General Principle. Déjà, cette norme-là, ce n'est pas une norme qui demande des disclosures, c'est juste une norme qui explique des choses. On a des définitions et des concepts. Je vais revenir sur ce qu'elle explique après, mais tous ces chapitres-là ne sont pas des chapitres entre guillemets obligatoires parce qu'ils ne demandent rien, ils expliquent. Et j'y reviens dans 2 secondes. Ensuite, on a ESRS 2, c'est là que sont les obligations, c'est là qu'on a des DR. ESRS 2, il vient nous dire ce qu'on doit donner pour relier la stratégie de l'entreprise avec la durabilité, la gouvernance avec les sujets de durabilité et ce materiality assessment. Voilà. Et pareil, on le détaillera un tout petit peu après. Donc ESRS 1, qu'est-ce qu'il vient définir? Il vient définir plusieurs choses. Un, il nous dit comment on fait pour être compliant avec les ESRS. Donc il vient définir une architecture, il vient définir qu'on a des cross-cutting standards, des topical standards, des entity specific disclosure, et on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, il vient nous dire, vous avez des CSRD, des concepts de la CSRD qui sont primordiaux, qu'il faut bien avoir compris parce que c'est la base de tout. Qualité de l'information, double matérialité, périmètre et chaîne de valeur, les horizons de temps et la notion de due diligence. Donc ça, pareil, on va passer beaucoup de temps, notamment sur ce point numéro 2 qui est vraiment central dans ESRS 1. Ensuite, il vient donner des disclosure principles. Donc là, on est un peu à la limite du disclosure requirement, mais il vient juste dire, comme dans toutes les topical standards, je vais vous demander vos politiques que vous avez fixées sur tel sujet, vos objectifs que vous fixez sur tel sujet, les actions que vous mettez en place, les action plans et les ressources, eh ben, je cale dans ESRS 1 ce que j'attends de manière générale sur tous ces sujets en termes de disclosure, et je viendrai vous en donner des précisions dans toutes les topical standards sur des sujets spécifiques. Ensuite, on a d'autres chapitres où aujourd'hui on passera moins de temps, car ils sont plutôt un peu secondaires. Il vaut mieux commencer par les autres et insister sur les autres, et le reste, ça va suivre. Donc, on a des chapitres un peu classiques dans le chapitre 4 qui est je vais avoir besoin d'une information comparative. Quand vous faites des estimations, merci d'être transparent. Des informations post-clôture, qu'est-ce que j'en fais? Quand j'ai des changements, quand j'ai des erreurs, qu'est-ce que je fais? Donc ça, on ne passera pas de temps là-dessus aujourd'hui. Ensuite, il y a un chapitre numéro 5 qui, personnellement, il n'est pas forcément totalement peut-être abouti, je ne devrais pas dire ça, mais il n'est pas forcément limpide. Merci Sylvain. Donc, qui fait le lien entre le reporting de durabilité et le reporting financier. Le point à avoir en tête, c'est qu'effectivement, il faut de la cohérence. Et ensuite, on a ce chapitre 6 qui revient sur quel est l'output de tout ça, c'est-à-dire un sustainability statement avec les 3 options. Là, vous avez l'overview de ESRS 1. Voilà. L'architecture, on ne va pas y passer trop de temps, mais il faut quand même bien avoir en tête, quand on vous parle de secteur agnostique, c'est toute la partie qui est du coup normalisée, va être la même pour tout le monde. Ensuite, on va avoir une deuxième partie normalisée qui n'est pas prête aujourd'hui, donc on n'en parlera pas, mais qui est la partie secteur spécifique, donc qui est normalisée par secteur. Et ensuite, on a toute une partie entity spécifique, parce qu'on part du principe qu'avec des disclosures, les mêmes pour tout le monde, et des disclosures par secteur, on n'a pas tout couvert, parce qu'il y a des spécificités selon les faits et circonstances de chaque entreprise, sur lesquelles il faut également donner de l'information. Donc, dans une DPEF, il y aura aussi de l'information entity spécifique. Voilà. Il y a 3 reporting areas, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, la stratégie, l'implementation et les performance measures. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête, ça revient tout le temps. Et ensuite, on couvre 3 topics, environnement, social et gouvernance. Et tout ça nous donne des ESRS. Donc, les concepts de la CSRD.
Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une information de qualité ? Donc dans ESRS 1, on y passe un certain temps. Patrick de Cambourg en a dit 2 mots tout à l'heure, donc je ne vais pas répéter. En termes de double matérialité, on va y passer beaucoup de temps, donc pour l'instant, je ne préempte pas. Le périmètre et la chaîne de valeur, c'est un gros sujet parce qu'on vient nous dire qu'il va falloir aller regarder dans le reporting de durabilité et un périmètre qui est un périmètre conso, mais étendu à des choses significatives dans la chaîne de valeur. Et on va, pareil, passer du temps là-dessus pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire en pratique. On vient définir dans ESRS 1 différents horizons de temps. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, avec le reporting de durabilité, 1, de savoir ce qui va se passer à court terme, 2, de savoir ce qui va se passer à moyen terme, 3, de savoir ce qui va se passer à long terme. Donc on couvre tout ça. Et la Sustainability Due Diligence, c'est de donner des disclosures sur tout le process qu'on a mis en place pour identifier, assesser, prévenir, mitiguer, etc., les adverse impacts. Et donc ça, c'est une partie aussi très importante où on s'arrêtera quelques minutes également. Voilà. Donc Sylvain, pour commencer, parce qu'on ne peut pas échapper à ça, il faut quand même reposer 2 secondes ce que c'est que ce principe de double matérialité. Ah non, on ne peut pas y échapper, non, en effet. Alors, vous allez voir, finalement, c'est assez simple. Le fond de la question de la double matérialité, c'est que vous voyez bien qu'il y a d'autres instances qui restent sur une matérialité financière et que nous sommes partis sur la double matérialité. Donc, double matérialité veut dire qu'on parle de 2 choses. Jusque-là, tout va bien. La première chose, si on devait le résumer, et pour prendre un axe, on va prendre l'environnement, par exemple, on pourrait le choisir sur d'autres, c'est l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Par exemple, pour prendre un des sujets les plus connus aujourd'hui, ça va être les effets de l'activité de l'entreprise sur le changement climatique, donc les émissions de CO2, par exemple. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impact materiality. J'ai un impact par mon activité, ça pourrait être par ma consommation d'eau, par mes rejets, par ma façon de recruter. Voilà, donc c'est vraiment l'impact de l'entreprise sur l'extérieur, l'impact materiality. L'autre aspect, puisqu'on a dit double, 2 aspects, la financial materiality, eh bien là, c'est l'impact sur l'entreprise d'un certain nombre, alors on va les appeler de facteurs de durabilité, on pourrait les appeler de mégatrends, etc. Mais pareil, je vais l'illustrer. Ce serait, pour rester toujours sur le CO2, ce serait les effets du changement climatique sur l'entreprise. Alors qu'une entreprise, par exemple, ne pourrait, elle, avoir, on peut avoir les deux, mais pourrait n'avoir aucun impact materiality, c'est-à-dire que les émissions de CO2 de cette entreprise sont extrêmement faibles, c'est pas son sujet, elle a d'autres sujets. Par contre, elle peut être touchée par les effets du changement climatique, notamment un des sujets qui est bien connu, qui est l'adaptation. Alors ça peut être l'adaptation, je suis dans une zone d'inondation, dans une zone où la température va monter, mes infrastructures ne sont plus du tout adaptées, et donc il y aura des conséquences économiques et financières sur la valeur de mon entreprise, en tous les cas sur les investissements que je vais devoir faire. Là, on sort d'une petite semaine de canicule. Certains d'entre vous ont peut-être pris le train pour aller dans le sud de la France, et vous avez sûrement tous reçu les textos et les mails d'ailleurs, qui sont extrêmement bien faits, qui vous disent, compte tenu de la température, peut-être qu'à certains moments, les trains, les TGV ne rouleront pas à la vitesse prévue, parce que sinon, les rails et les caténaires pourraient avoir des problèmes. Là, la financial materiality, c'est y a-t-il un effet pour le gestionnaire du réseau, qui pour le coup émet quand même peu de CO2 parce que on est sur des lignes électriques, mais y a-t-il un effet financier pour le gestionnaire du réseau lié au changement climatique de réadapter complètement ces infrastructures pour qu'elles fonctionnent dans un environnement où la température va monter. Voilà ces 2 matérialités, impact matérialité, les effets de l'entreprise sur l'extérieur, financial materiality, les effets de l'extérieur sur l'entreprise. Et un sujet, ce qu'il faut retenir, un sujet est matériel si il est matériel en termes d'impact matérialité, de financial materiality ou des 2. Donc c'est bien ça qu'il faut retenir. Je repasse la parole à Anne pour aller un petit peu plus loin sur certains sujets. Moi, c'était la réalité, et toi, tu nous expliques les choses plus profondes. Peut-être que ce que l'on peut dire, c'est que l'enjeu de cette question, c'est si c'est matériel, il faut discloser. Si ça ne l'est pas, on ne disclose pas. Exactement. Voilà, Donc, on va utiliser quelques termes techniques, mais Sylvain, je te repasserai la parole pour dire comment faire un materiality assessment après. Avec plaisir. Donc,
Il a donné 2 exemples bien différents, mais quand même, de temps en temps, les sujets de matérialité peuvent être entremêlés. Souvent, on va avoir le premier impact qui est l'impact materiality, mais qui va déboucher sur de la financial materiality juste après, parce que cet impact materiality aura généré un impact financier pour l'entreprise après. Donc, on peut aller à la slide suivante. Voilà. Si on rentre dans les définitions techniques de l'EFRAG, déjà, petit commentaire général. On utilise de manière un peu régulièrement les 2 termes dans les normes de l'EFRAG et la différence entre les 2 n'est pas totalement claire. Donc matériel ou significant, ne vous formalisez pas parce que pour l'instant c'est pas clarifié, donc ça le sera certainement dans la norme finale. L'impact materiality, déjà c'est l'impact par l'entreprise sur les personnes, la société et l'environnement. Et alors c'est là que dans les termes techniques c'est important d'avoir en tête, ça inclut également les impacts qui sont directement liés à la chaîne de valeur. Donc on doit prendre en compte cette chaîne de valeur et on doit prendre en compte ces différents horizons de temps que j'ai donnés tout à l'heure. Ensuite, on doit également donc prendre en compte des impacts actuels ou potentiels significatifs. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit, c'est pas moi qui le dis, c'est l'EFRAG, d'accord? Donc là, j'essaye de vous expliquer ce qu'a dit l'EFRAG. C'est extrêmement ambitieux ce qu'ils disent. On doit tout prendre en compte dans toute la chaîne de valeur, tout ce qui est significatif, à court, à moyen, à court terme, tous les potentiels et actuels. Et donc pour ça, ils ont commencé à définir des critères. Sans faire trop de suspense, il y en a notamment 2 sur la notion d'impact à avoir en tête. Il y a la sévérité et la probabilité. Donc il va falloir avoir en tête cette notion de sévérité et de probabilité pour pouvoir évaluer cette notion de matérialité de la jambe impact. Voilà. On peut aller à la slide suivante. Sur la partie financial materiality, donc là, est-ce que ça vient impacter la valeur de mon entreprise? Donc, ce n'est pas la même définition que la définition de la matérialité financière dans le reporting financier. On est là sur une notion de est-ce que j'ai un déclencheur d'un effet financier? Puis, je peux avoir 2 types de déclencheurs, finalement. Est-ce que j'ai quelque chose qui a un impact sur le fait que je puisse continuer à utiliser des ressources, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir maintenir mes prix et mes marges, est-ce que je vais pouvoir maintenir la qualité de mes produits, est-ce que mon marché va rester, ce genre de choses. Ou alors, est-ce que je vais continuer à pouvoir m'appuyer sur mes partenaires, est-ce que je vais pouvoir continuer à me financer, est-ce que je vais pouvoir continuer à me baser sur ma supply chain, mes clients, etc. Donc, est-ce que j'ai un déclencheur d'effets financiers? Le Sustainability Statement, il dit « Je viens capturer les effets qui ne sont pas capturés, en tout cas, par mon reporting financier at reporting date. » Et donc, il se concentre sur les effets actuels ou les futurs effets sur ce qu'on appelle la valeur de l'entreprise, donc mes futurs cash flows, à short terme, à medium terme ou à long terme. Voilà, donc tout ça... on va y revenir, mais comment est-ce qu'on le mesure? Que ce soit la jambe impact ou que ce soit la jambe financial materiality, parce qu'on a donné des belles définitions avec des termes techniques, mais en pratique, comment on va faire ce materiality assessment, c'est la question. Alors, on peut aller encore au slide d'après. Oui, donc... On va passer un certain temps sur ce materiality assessment parce que si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. C'est vraiment la première étape et si on n'a pas compris cette étape, on ne sait pas comment dérouler le reste. Donc j'insiste sur le sujet. On va définir un champ des possibles qui va être un champ des possibles en fonction déjà des sujets qui sont définis par les normes. Donc la notion de secteur agnostique, vous vous souvenez, c'est tous les sujets qui ont été définis dans les normes. Donc déjà ça, secteur agnostique. Ensuite, je vais avoir des sujets spécifiques à mon secteur. Ça vient augmenter mon champ des possibles. Et ensuite, je vais avoir mes sujets entités spécifiques qui viennent encore augmenter mon champ des possibles. Voilà, je voulais juste redire qu'on n'était pas seulement sur le secteur agnostique. Il faut bien considérer l'ensemble pour définir ce champ des possibles. Et ensuite, on va venir introduire une notion un peu barbare qui est la notion de rebutable presumption dont vous avez peut-être entendu parler, mais que je vais détailler juste après. Et qui ne s'appliquera que du coup au sujet secteur agnostique et secteur spécifique. Voilà. Donc le materiality assessment, on va avoir des disclosures qui sont obligatoires. Donc quels sont les disclosures obligatoires? C'est toutes les informations sur tous les sujets. Et on a rajouté matériel parce que pour l'instant, ce n'est pas écrit dans la norme, mais après en avoir discuté avec des personnes de l'EFRAG et des techniciens, a priori, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est toute information matérielle sur tous les sujets
matériels. Et les sujets matériels, je fais un raccourci en parlant de sujets matériels, c'est ce qu'on appelle IRO, Impact, Risk and Opportunity. Donc on a différents niveaux de matérialité. Un niveau 1 qui est environnement, social et gouvernance, et la personne ne pourra dire environnement, pas matériel pour moi, je n'en parle pas. En revanche, on va avoir des subtopics, climat, donc on suit les normes, subtopics, energy consumption, on en a parlé tout à l'heure, et là on va pouvoir appliquer des notions de matérialité sur lesquelles on revient. Et ensuite j'ai un deuxième niveau, et c'était ça le message de ce slide, qui est j'ai pas seulement un niveau de matérialité sur le sujet est-il matériel pour moi ou non, c'est que j'ai aussi un sujet de matérialité sur je peux avoir un sujet matériel, mais toutes les informations sur ce sujet ne sont pas forcément matérielles. Donc je peux aussi avoir un filtre de matérialité sur l'information. Voilà. Et donc, voilà, on s'arrête quelques secondes là sur cette notion de rebutable presumption, parce que ce que dit l'EFRAG, c'est toutes les informations qui sont dans les ESRS, donc toutes les ESRS, All Mandatory Disclosure Requirement, All DR, sont présumées matérielles. Mais vous avez une rebutable presumption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, notre champ des possibles, on part du principe que c'est matériel, mais par contre, je vais pouvoir venir dire que je rébute certains sujets, c'est-à-dire que finalement, je ne vais pas trop les détailler dans ma DPEF parce que j'exerce cette exception de la rebutable presumption si ce n'est pas matériel pour moi. Donc, ni plus ni moins, quand on parle de rebutable presumption ou quand on parle de materiality assessment, on dit un peu la même chose. Rebutable presumption, materiality assessment. Donc, en pratique, on peut venir dire la norme Water E3 en entier n'est pas matérielle. Rebutable presumption pour mon entreprise. Il va falloir que j'explique pourquoi, etc. Mais je peux le dire. On peut le dire dans sa totalité ou seulement partiellement. Cette rebutable presumption, elle s'applique au total ou partiellement. Quand je dis, il y a un vrai sujet en ce moment qui n'est pas clair dans les normes et qui vont venir clarifier parce qu'ils nous l'ont déjà dit. C'est magnifique d'avoir une rebutable presumption, mais ça a beaucoup moins d'intérêt si jamais dans la DPEF, on doit venir justifier toutes les raisons pour lesquelles on a rebuté. Ça s'appelle le comply or explain. Et si on doit expliquer en détail pourquoi est-ce qu'on a considéré ça comme pas matériel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc normalement, ce qu'on a compris, c'est qu'il faut être capable de venir justifier pourquoi est-ce qu'on a dit que ce sujet n'était pas matériel dans nos dossiers, pour les auditeurs, etc. Mais qu'en termes de justification dans la DPEF, l'idée, ce n'est pas ce qui est écrit aujourd'hui, l'idée, c'est que ça devrait normalement être assez light. Voilà. Pour les sujets pas matériels. Voilà, donc je ne vais pas m'arrêter trop longtemps sur ce slide parce que c'est à peu près ce que je viens de dire. Partir d'un champ des possibles, secteur agnostique, secteur spécifique, entity spécifique. Je viens enlever certains sujets que je considère et que je justifie qui ne sont pas matériels. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi la possibilité de dire que certaines parties de DR ou certaines informations ne sont elles-mêmes pas matérielles. Et j'en arrive à ce que je dois discloser. On a dit qu'on pouvait appliquer la rebutable presumption sur toutes les normes topiques, mais pas sur ESRS2. ESRS2, c'est la norme transversale qui vient dire qu'est-ce qu'on doit donner. Ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas matériel parce que c'est la norme transversale. Voilà. Là, c'est juste un exemple. Alors, on a pris le social parce que c'est l'exemple qui a pris la norme, mais ce n'est pas forcément le meilleur exemple, le social. On vient juste vous montrer qu'on ne peut pas rebuter le social, ok. On peut venir rebuter une norme en entier, affected communities, ça c'est la théorie. Ou je peux venir dire que je ne parle pas d'un sous-sujet, voilà, ça c'est possible. Sur le social, en pratique, à mon avis, il semble assez compliqué, mais on reviendra sur ce sujet, de venir dire qu'il y a, la justification de ne pas traiter ou de considérer un sujet comme étant non matériel est bien plus dure que certains sujets comme sur l'environnement avec la norme sur l'eau. Ça doit être plus facile de venir dire ce sujet n'est pas matériel pour moi que sur le social. Voilà. Voilà. Et si jamais ce n'est pas matériel, il y a un statement à faire, pas matériel pour l'entreprise. Voilà, donc les idées clés, donc Sylvain l'a dit tout à l'heure, on est matériel quand on est matériel de l'impact perspective ou de la financial perspective ou des deux perspectives. La materiality impact est souvent le starting point parce que derrière, on a souvent des effets financiers. On peut passer à la slide suivante.
en termes de Key Ideas, donc ESRS2, il vient nous dire ce que je vais devoir discloser sur la manière dont j'ai fait mon Materiality Assessment. Donc tout à l'heure, j'ai dit c'est ESRS2 qui donne les Disclosure Requirements. Et bien ESRS2, il va demander, par contre, de venir vraiment expliquer quel a été mon process pour faire ce Materiality Assessment. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que je vienne expliquer tout ce process-là. Par contre, ce qui manque aujourd'hui dans les normes et ce qui est déjà remonté, c'est que ESRS2 ne dit pas vraiment comment procéder à ce Materiality Assessment et il n'y a pas vraiment d'exemple. Donc pour des entreprises avec une certaine maturité dans les DPEF, et on va y revenir, la marge sera moins haute que pour des personnes qui n'ont jamais fait ce genre d'exercice et qui ne savent pas par quelle boule prendre ce Materiality Assessment. Donc il va falloir qu'ils donnent des exemples et qu'ils donnent une vraie méthodologie. Ils ont fait un premier effort qui est de définir des critères, des définitions, etc. Mais il n'y a pas vraiment de méthode précise. Voilà. Et justement... Ouais, donc là maintenant, Sylvain, c'est là où on revient dans la réalité d'aujourd'hui en tout cas. Qu'est-ce qui est fait en termes de Materiality Assessment aujourd'hui et quel écart tu vois par rapport aux propositions de l'EFRAG? Dans les propositions, dont Anne vient de dire que tout n'était pas écrit, mais j'ai une boule de cristal. Alors d'abord, un peu de sérénité. Il y a énormément d'informations qui sont nouvelles. On perçoit parfois des niveaux de complexité. Il y a une intention à long terme qui va simplifier la vie de tout le monde, y compris des entreprises. Ça n'a pas l'air comme ça à ce stade, mais c'est quand même la vie. Je crois que Patrick l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les entreprises sont sollicitées par des agences de notation, par des indices, par des investisseurs, par des tas de gens. Chacun a son approche. Quand il y aura des approches régulées un peu partout qui vont quand même tendre à converger, il deviendra probable que vous ayez des données et ce soit sur ces données-là que les gens fassent des analyses et qu'on ne vous redemande pas des questionnaires à l'infini. La période entre maintenant et cette période idéale est un peu longue et risque de continuer à être un peu complexe. Aujourd'hui, le Materiality Assessment, c'est bien connu des entreprises, ce n'est pas quelque chose de nouveau, sauf que rien ne ressemble plus à une matrice de matérialité qu'une autre matrice de matérialité, mais derrière, ce n'est pas forcément les mêmes choses. Parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, il y en a plein, les rapports et les sites web des sociétés. Elles ont quand même une logique un petit peu de double matérialité, en tous les cas de double angle d'analyse, puisque bien souvent, elles analysent ce qui est important pour l'entreprise et ce qui est important pour les parties prenantes. Mais c'est déjà derrière ce mot « important » qui est un sujet qui n'est déjà pas homogène. Est-ce qu'on analyse les risques du point de vue de l'entreprise et les risques du point de vue des parties prenantes? Les enjeux, un enjeu n'est pas forcément un risque. Les opportunités, juste l'importance, les questions en termes de réputation. Donc, qu'est-ce qui définit on va dire l'évaluation d'un sujet sur un des deux axes, important pour les parties prenantes ou important pour l'entreprise? Donc là, déjà, on est hétérogène. Ensuite, sur la partie, quand on regarde ce qui est important pour les parties prenantes, on a une question, toutes les parties prenantes n'ont pas le même poids, et pas sur tous les sujets. Une ONG environnementale peut avoir une idée du fonctionnement de la politique fiscale de l'entreprise. Tout le monde a le droit d'avoir une idée. Est-elle légitime pour l'exprimer? Et puis, est-ce que telle partie prenante a un poids extrêmement significatif dans ce qu'elle va vous dire? Si elle vous dit ça, c'est vraiment mal, peut-être que c'est une partie prenante qui est sympathique à consulter, mais qui ne va pas renverser la table concernant le modèle de votre entreprise. Donc, sur la question du poids relatif de chacune des parties prenantes par rapport à votre entreprise et de la légitimité de chacune de ces parties prenantes par rapport au sujet adressé, on a aussi déjà un enjeu. Et là, les pratiques sont variables. Vous avez sûrement vu et pratiqué la chose. Parfois, on n'a pas de pondération des parties prenantes. On n'a pas, je dirais, ni même de pondération par rapport au sujet traité. Voire même, parfois, on peut avoir même une question de légitimité. Moi-même, parfois, je suis interrogé en tant que personnalité qualifiée. On me dit, voilà, vous êtes un expert, donc on a des questions à vous poser sur l'entreprise X. Et il y a certaines questions, je dis, mais je n'ai rien à vous dire. Enfin, je peux vous dire des choses, mais invitez-moi au café. Et ça relèvera du fameux café du commerce. Donc pourquoi on prendra en compte, alors sur 2-3 points, j'ai un avis qui peut être fondé, mais sur d'autres pas. Donc c'est un petit peu les limites aujourd'hui. Et puis in fine, qu'est-ce que va retenir l'entreprise? Est-ce qu'on retient tout ce qui est en haut à droite? Vous savez, c'est vachement important pour l'entreprise et vachement important pour les parties prenantes. Mais quid de ce qui est très très important pour les parties prenantes? Et puis là, on en revient, mais quelle partie prenante? Ou de ce qui est très très important pour l'entreprise et pas pour les parties prenantes. Donc ce qui va orienter, et si l'on se met dans une logique de reporting aujourd'hui par rapport à un autre sujet, est-ce que je vais reporter sur ce qui est important pour les deux, ce qui est important pour moi et pour un, ou pour les trois? Donc là aussi, c'est pas forcément extrêmement défini. Donc on voit qu'aujourd'hui, bonne nouvelle,
les entreprises ont l'habitude de jouer avec ces questions de définition de ce qui est matériel. La logique de dire, attendez, je ne vais pas raconter toute ma vie sur les sujets de durabilité, je vais parler des sujets matériels, ça existe déjà. L'idée de consulter des gens à l'extérieur avec un point de vue sur vous et de consulter l'intérieur avec un point de vue sur vous, c'est déjà une logique qui est connue. Par contre, nous n'avons pas de méthodologie standardisée. On a aussi, et ça a été dit, Anne en a parlé dans les exigences des normes, on n'a pas forcément toujours une grande transparence sur le process. On a la matrice et quelques petites notes. Et puis, ces sujets ne font pas toujours l'objet d'une vérification par un tiers externe. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par contre, sont en train d'arriver depuis quelques mois, nous avons des missions avec des grands groupes de revoir leurs analyses de matérialité à l'aune de ce que dit l'EFRAG pour se préparer à ça. Et justement, Anne, qu'est-ce que ça pourrait changer de ce qu'on en sait, ce regard de l'EFRAG sur les analyses de matérialité? C'est super préparé en fait avec Anne. Merci. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre exactement à cette question. Ce que je vais vous dire encore une fois, c'est ce que l'EFRAG dit, c'est pas la vue PwC, hein, mais quand même notre vue PwC, c'est qu'à la fin, quand on a déjà fait ces exercices auparavant avec la DPEF, on a l'impression d'avoir apporté plein de termes techniques très compliqués. Et au début, on a eu peur, quand on a lu tout ça, d'être très éloigné de ce qui se faisait en pratique. Et je pense qu'il faut un tout petit peu relativiser, que c'est déjà une bonne base et qu'on n'est pas si loin de ce qui est fait en pratique quand on fait ça correctement pour les DPEF. Donc, pour caricaturer, en fait, ce qui est différent, c'est que déjà, le champ des possibles va être différent. Parce qu'on vient dire... Il y a des normes, il y a des sujets qu'il faut screener, qu'il faut aller regarder. Donc la définition du champ des possibles avec les sujets des normes, les sujets des secteurs spécifiques et les sujets du entity spécifique dit votre champ des possibles, je viens vous donner un peu des règles pour considérer, vous ne pouvez pas seulement me faire une liste de quelques sujets au doigt mouillé. Voilà. Ensuite, il y a le sujet de la définition des critères. Les FRAG, ils viennent dire voilà les critères pour considérer ce qui est matériel. La sévérité, la probabilité sur l'impact, etc. Je vous donne des critères pour définir ce qui est matériel et notamment prenez de toute manière en compte cette notion de double matérialité, ce qui était plus ou moins fait en pratique, cette notion de double matérialité. Voilà. Ensuite, on vient dire autre chose. Au-delà des critères, on vient nous dire il faut considérer toutes les parties prenantes dans votre analyse de matérialité. Donc ça, c'est borné aussi par les FRAG et il faut toutes les considérer. Et ensuite, il faut considérer aussi toute la chaîne de valeur et tous les horizons de temps. Donc ça, c'est les points majeurs quand même que ça vient changer parce qu'on vient borner et donner des règles sur qu'est-ce qu'on doit considérer comme champ des possibles et comme critères pour faire cette analyse de matérialité. Ensuite, on a ça. On a mis 2 slides d'exemple que je ne vais pas détailler parce que du coup, on est en train de déraper en termes de timing. On peut s'arrêter quand même sur celui-là. L'EFRAG n'a pas donné ces étapes que j'ai mis à l'écran. Tu peux remonter juste encore avant. Ouais, encore avant. Juste, parfait. L'EFRAG n'a pas dit, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas de méthodo. Il n'y a pas eu d'étape. Par contre, on peut quand même imaginer, en lisant notamment, ils avaient publié un working paper un peu plus tôt, on peut imaginer que c'est les étapes quand même qu'ils ont en tête, mais il va falloir qu'ils le précisent. Et ensuite, on a mis un slide illustratif de à quoi ça pourrait ressembler cette matrice de matérialité avec les critères de l'EFRAG sur la jambe impact, donc c'est la slide d'après. On vous laissera ces slides pour les regarder à tête reposée, mais l'EFRAG dit pour considérer la matérialité de la jambe impact, merci de considérer est-ce que c'est grave et à quelle échelle c'est grave. Donc on peut imaginer une notation de 1 à 4. Est-ce que c'est étendu? De la même manière, on peut imaginer une notation de 1 à 4. Et est-ce que c'est rémédiable? Notation de 1 à 4, et c'est ce qui compose la sévérité. Et ensuite, on a la notion de probabilité. Est-ce que cet impact est probable? Je ne détaille pas plus, c'est juste pour vous dire que ça, l'EFRAG ne le dit pas, mais on le lit un peu entre les lignes. Voilà. Et ensuite, on a cette histoire de jambe de financial materiality. Donc, je ne vais pas détailler les étapes qu'on a essayé de formaliser pour essayer de clarifier ça, mais on est toujours sur ce sujet des déclencheurs d'effets financiers dont j'ai parlé tout à l'heure, et on peut aller à la slide suivante. On peut passer à la slide suivante aussi. Voilà. Et donc, une autre chose qui manque et qui est vraiment très importante, c'est qu'il n'aborde pas du tout la formalisation
de cette matrice de matérialité. Il va quand même y avoir quelque chose à discloser en termes de je me situe où, enfin, voilà, donc il y a déjà des groupes qui font certaines choses qui peuvent être considérées comme des bonnes pratiques. Nous, ce qu'on a demandé dans nos commentaires, c'est aidez-nous aussi à avoir peut-être une proposition de présentation de ces éléments de double matérialité. Voilà. Alors, Anne vous a dit tout à l'heure, si vous n'avez pas compris la matérialité, vous n'avez rien compris. Alors, c'est le moment de vous tester et de vous transposer dans votre entreprise et de voir comment tout ça, vous pouvez le mettre en œuvre. Donc, vous pouvez répondre à cette question par ce quiz. Pensez-vous que la mise en œuvre proposée de la double matérialité soit faisable en pratique ? Voilà, donc on regardera vos réponses en fin de séance. On a passé beaucoup de temps sur la double matérialité, mais je crois que c'était important de le faire parce qu'effectivement c'est un très très gros sujet de débat. Maintenant on va passer aux autres aspects, ça sera un petit peu plus rapide, et en commençant par le périmètre et chaîne de valeur. Oui, je ne vais pas non plus passer trop de temps, mais très basiquement, on dit le périmètre du Sustainability Statement, c'est le périmètre du Financial Statement. Et il y a une petite phrase très sympathique qui dit « expanded to its upstream and downstream value chain ». Ah, ok. Donc, si on en revient au périmètre des états financiers, basiquement, les associates et les joint ventures, je ne les ai pas dans mon périmètre de conso. Pareil, d'accord ? Tout ce qui est joint control avec les JO, je vais les avoir de manière proportionnelle. Donc ça, c'est pour le périmètre. Et ensuite, on va passer à la slide suivante, parce que qu'est-ce que ça veut dire que cette petite phrase sympathique « expanded to its upstream and downstream value chain » ? Eh bien, ça veut dire qu'on part du périmètre de consolidation et qu'ensuite, on étend notre reporting, on étend les sujets qu'on doit couvrir dans notre reporting, et surtout, ça veut dire quoi ? Qu'on va devoir aller chercher de la data ou calculer des proxys sur le reste, parce qu'on va étendre à la value chain. Comment est-ce qu'on l'étend à la value chain ? C'est qu'il va falloir aller regarder les sujets qui sont matériels dans ma value chain, donc les fameux HERO. Donc si j'ai un sujet de pollution qui est matériel chez un de mes fournisseurs, c'est dans mon périmètre du Sustainability Statement, parce que c'est matériel dans ma value chain. Une fois qu'on a dit ça, on a éclairci un tout petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'il y a tout un tas de questions résiduelles. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de metrics ? Est-ce qu'il faut que je reporte mes full metrics de mon fournisseur qui a des problèmes de pollution ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille discloser toutes les politiques et les objectifs de mon fournisseur qui a des problèmes de pollution ? Enfin là, je caricature à mort, mais c'est vraiment... ça pose tout un tas de problèmes, cette histoire de chaîne de valeur. C'est important de considérer la chaîne de valeur, mais je pense qu'il va peut-être falloir des illustrative examples ou des choses comme ça pour nous aider à voir comment la prendre en compte, et surtout aussi que ce soit peut-être progressif dans la manière dont on s'applique, parce que c'est un énorme chantier en termes de collecte de données et d'informations à fournir. Et donc, le sujet des time horizons, là, je vais dire 2 mots parce qu'on est un peu en retard, mais l'EFRAG a fait l'effort de définir des time horizons court terme, 1 an, médium terme, 2 à 5 ans, long terme, supérieur à 5 ans. Ça, c'est dans les transversales, dans les normes transversales, mais il est tout à fait possible, selon la pertinence du sujet, par exemple sur l'environnement, on peut être amené à redéfinir ces horizons pour être par exemple sur des horizons à plus long terme en fonction des normes de topic. Donc ils ont quand même fixé un cadre parce que c'est nécessaire que les entreprises ne se fixent pas des horizons de temps qui soient complètement hétérogènes parce qu'on a besoin de comparabilité, mais selon les besoins de certains sujets topiques, d'autres normes en fixent des différents. Voilà. Et la due diligence, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, on a une slide que vous pourrez consulter un peu plus tard. Olivier, tu peux aller à la slide suivante. L'idée de la due diligence, c'est déjà, ils ont aussi fourni une annexe C que vous pouvez regarder qui va un peu au-delà des disclosures parce qu'ils viennent réexpliquer le concept de due diligence et surtout le raccrocher à tous les textes qui existent et notamment aussi à la CS3D qui est dans les tuyaux. Donc ça, c'est l'annexe. Je ne sais pas si elle va rester, cette annexe, mais en tout cas, elle est assez intéressante. Ensuite, ce concept de due diligence, c'est qu'il va falloir donner des informations
sur ce process de due diligence. Et du coup, comment est-ce qu'on a intégré ce process de due diligence dans la gouvernance? Comment est-ce qu'on est engagé avec les parties prenantes dans ce process de due diligence? Comment est-ce qu'on identifie, on assesse les adverse impacts? Comment on prend les actions? Et expliquer aussi comment est-ce qu'on traque l'efficacité et est-ce qu'on communique bien sur tous ces process de due diligence. Donc voilà, ça vous pourrez regarder à tête reposée, mais je m'arrête là parce que sinon je peux continuer indéfiniment. Donc les disclosure principles, c'est toujours ESRS 1. On vient définir ce que c'est qu'une bonne disclosure sur mes politiques, une bonne disclosure sur mes targets, mes actions et action plan, et les ressources que je mets en face. Et donc tout ça, c'est important parce que c'est repris dans toutes les normes topiques, dans tous les piliers, notamment implémentation. Donc il faut bien avoir compris ces mécanismes en tête parce que ça déroule sur toutes les autres normes après. Voilà. Et du coup, on passe. On vous les laisse pour consulter. C'est vraiment, on a fait un très gros deck. On savait qu'on ne pourrait pas tout vous détailler à l'oral, mais on a fait le choix d'en mettre pas mal pour que vous repartiez avec du contenu. Voilà. ESRS 2, on en a dit pas mal de choses déjà, parce qu'on a dit qu'il fallait expliquer pas mal de choses, notamment sur le Materiality Assessment, mais ESRS 2 ne parle pas que du Materiality Assessment. Donc, il parle d'autres choses. Donc, on a mis un petit aperçu la slide d'après. Donc, ESRS 2 donne toutes les disclosures à donner de manière transverse. Et ensuite, donc, il y a une partie générale où on va venir, je donne quelques exemples, donner c'est des disclosure requirements d'un point de vue général. Par exemple, décrire ma value chain, mes principaux drivers de création de valeur et ce fameux General Statement of Compliance. Ensuite, des informations sur la stratégie pour relier la durabilité à ma stratégie. Donc, par exemple, les points de vue et les attentes des stakeholders. OK. Et ensuite, j'ai tout un tas de disclosures. Et là, je vais vous épargner la liste à l'après-vert, mais pour relier la gouvernance avec la durabilité. Donc là, j'ai sélectionné, par exemple, donner des informations sur l'intégration dans les rémunérations de ces éléments de durabilité, ou faire ce statement on due diligence, ou du coup, dans la partie Materiality Assessment dont on a beaucoup parlé, on a des disclosures à fournir. Et les disclosures à fournir, c'est merci de décrire vos process pour identifier ce que vous avez considéré comme significatif. Et merci également de nous expliquer l'outcome de tout ça et du coup, ce que vous avez considéré comme significatif ou pas. Voilà. Voilà, alors je crois qu'on en a, on pourrait effectivement en parler beaucoup plus longtemps, mais il va falloir qu'on passe à autre chose. Donc on va s'arrêter là sur cette partie présentation générale. Et ce qui va nous intéresser maintenant, ça serait d'entendre les réactions de Dominique Radal sur ces cross-cutting standards. Quelles sont les difficultés et les opportunités que l'on peut anticiper de cette proposition de l'EFRAG. Bon, merci. Alors, mes notes sont moins synthétiques que celles de Patrick de Combourg, mais, mais je ne suis pas président, c'est pour ça. Alors, quelques points. D'abord sur réaction cadre général. C'est une initiative qui va globalement dans le sens de la transparence et de la standardisation. Et ça, c'est extrêmement important si on veut créer un terrain de jeu équitable pour des entreprises qui sont engagées dans une concurrence qui dépasse d'ailleurs le cadre européen. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou d'équivoque, celui de l'initiative. Après, ce qu'il faut dire, c'est que même pour des entreprises qui sont déjà affûtées sur l'exercice, sur NFRD, DPEF, plan de vigilance, les codes AFEP-MEDEF de gouvernance, la marche est déjà haute pour deux raisons principales. C'est que, en fait, chacun des thèmes que l'on voit ici a été visiblement couvert avec une volonté d'exhaustivité, de couverture du sujet, et avec des demandes de reporting extrêmement détaillées. On en a vu quelques-unes, je redonnerai quelques exemples. Et donc, il y aura un besoin de simplification, d'illustration par des exemples ou de guides d'application, et de priorisation. Et on pense aux entreprises qui vont être des premiers venus dans cet exercice.
face à toutes ces exigences. Alors, on vient juste d'en parler, je pense que, parce que c'est une question de base sur laquelle tout se construit, c'est qu'il y a beaucoup de questions autour de la façon d'apprécier ce qui sera considéré comme matériel, de la façon de justifier ce qui ne l'est pas, parce qu'évidemment, parce que personne ne va se contenter de dire c'est pas matériel pour moi et on passe à la suite. Donc c'est un exercice qui est extrêmement structurant. Je pense qu'on le voit, vous l'avez mentionné, c'est en lien direct avec les matrices de matérialité et qui n'est jamais mentionné. Jamais mentionné la matrice de matérialité dans cet exercice et pourtant elle est au cœur de la réflexion. Mais la matrice de matérialité, elle va sans doute devoir évoluer parce qu'il faut qu'elle permette de faire le lien avec les standards et avec les disclosure requirements si on veut pouvoir s'appuyer sur le résultat de cet exercice pour dire c'est matériel ou pas matériel pour mon entreprise. Voilà, donc je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire pour qu'on comprenne tous et qu'on s'approprie cet exercice et qu'on en mesure la portée. Alors, il y a aussi des sujets de confidentialité qui reviennent assez souvent parce que les demandes de reporting vont beaucoup plus loin que les IFRS parce qu'elles croisent par exemple des ventes par secteur et pas secteur au sens du segment reporting mais à la maille CODNAS. Donc elle les croise, ces ventes par secteur, par géographie, par groupe de produits, par client, ou en demandant de décrire les termes contractuels dans les descriptions des relations d'affaires. Donc là, on voit que très vite, on touche à des questions de confidentialité. Alors il y a des clauses qui, normalement, doivent pouvoir se prévaloir de ces questions de protection des affaires, et on les trouve aussi dans les piliers de la GRI qui sont mentionnés. Alors là aussi, le sujet upstream, downstream, soulève d'énormes questions d'accès à la donnée, vous en parliez, même de légitimité pour pouvoir accéder à ces données ou demander ces données à nos fournisseurs ou à nos clients. Et puis, on sait bien que sur certains sujets comme celui de la biodiversité, pour prendre la référence des normes environnementales, on a déjà aujourd'hui beaucoup de mal à réunir ces données sur notre propre périmètre d'opération. Donc, quand tu imaginé qu'on va les recueillir en amont et en aval, c'est encore une autre étape. Ça a été évoqué aussi, mais je pense que c'est important d'y revenir. Il faut être vigilant sur le fait que les standards ne franchissent pas la limite entre l'obligation de reporter sur ce que fait l'entreprise ou sur ce qu'elle ne fait pas et l'obligation de faire. Et je prendrai juste un exemple. Voilà, donc reporter sur l'implication des parties prenantes au processus de sélection et de nomination des membres des instances de supervision. Et puis, bon, sans doute dernière remarque, c'est qu'il ne faut pas aller dans une obligation de reporter sur tout. Je pense qu'il faut faire confiance aux entreprises et à leurs très nombreuses cordes de rappel, parmi lesquelles les clients, qui vont exprimer des attentes dans ces domaines, les investisseurs, les auditeurs, les régulateurs, les comités de parties prenantes, les administrateurs indépendants. Et je prendrai juste un exemple. Est-ce qu'il faut reporter sur les positions qui ont été prises par les instances de supervision sur les différents thèmes ESG qui étaient à l'ordre du jour de leur réunion, ou bien laisser les parties prenantes et le marché juger tout simplement des conséquences de ces prises de position dans la façon dont elles se traduisent en matière d'ambition publiée, exprimée, dans la pertinence des leviers qui sont avancés et expliqués là aussi par l'entreprise, et puis surtout dans les résultats obtenus. Voilà juste quelques points de réaction. Merci Dominique. Alors je vais me tourner maintenant vers Teguen, qui est investisseur. Quel est votre point de vue sur ces cross-cutting standards ? Alors avec la casquette investisseur, je dirais plutôt très content. Et je dirais même, enfin, ça va nous donner un certain nombre d'outils, notamment vis-à-vis d'un sujet greenwashing qui est de plus en plus prégnant, et notamment sur les investisseurs. Donc oui, des outils. J'en profite quand même pour souligner l'énorme travail qui a été fait en un temps extrêmement limité, parce que je pense qu'on va tous passer les semaines qui viennent à taper, à critiquer, et j'espère de manière constructive pour que le texte final soit évidemment encore meilleur, et notamment qu'il y ait des exemples, etc. Mais il y a quand même eu un gros boulot. Côté investisseur, ça va clairement, nous aider à prendre des décisions d'investissement,
avec de l'information a priori plus pertinente, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça va aussi nous permettre de donner plus d'informations à nos clients. Parce que nous-mêmes sommes de plus en plus encadrés sur ces sujets-là, notamment début août va rentrer en vigueur la nouvelle version de MiFID, qui oblige, lorsque vous investissez dans un produit, de pouvoir demander vos préférences ESG, pour simplifier. Et donc ça s'appuie sur un certain nombre d'indicateurs qui viennent de réglementations type SFDR en ce qui nous concerne, où il y a tout un tas d'indicateurs qui sont repris par les FRAC. Donc plutôt content. Dans les points positifs, c'est ce que j'ai mentionné, on retrouve la plupart des indicateurs qui sont demandés, ce qu'on appelle nous les PAI, les Principal Adverse Impact. Il y a sur la partie environnementale des demandes qui sont faites au niveau des entreprises d'avoir un impact financier de ces sujets-là, ce qui évidemment va nous parler beaucoup. Et puis il y a, on en a parlé déjà pas mal, il y a tout un aspect forward-looking, ce qui nous arrange. On avait quand même jusqu'à présent quand même beaucoup de data plutôt backward-looking, donc ça sont un gros avantage. Après, il y a un certain nombre de limites. Les limites sont évidemment... nous, on trouve quand même que c'est très qualitatif au final. Nous, on aime bien quand c'est quantitatif, qu'on a des métriques, qu'on peut les processer pour prendre des décisions d'investissement. Donc, avoir effectivement ce qu'on fera de toute l'information non quantitative. Les notions de matérialité, de rebutable presumption sont évidemment clés pour nous. Alors, on entend très bien le process, certaines entreprises n'ont pas reporté sur certains sujets, mais en même temps, côté financier, nous devons reporter sur certains sujets, peu importe l'entreprise en face. C'est mes petits PAI. Si j'ai une entreprise qui me dit finalement non, je ne reporte pas là-dessus, moi j'ai un problème. Et aujourd'hui, les textes ne sont pas clairs pour nous, mais il se pourrait qu'à un moment donné, même si je n'ai pas l'information sur ce genre de données, je ne puisse potentiellement pas investir sur l'entreprise en question. Et puis peut-être le dernier aspect aussi mentionné, c'était sur la chaîne de valeur. Côté investissement, la chaîne de valeur, elle s'étend très très loin. Si on doit cesser toutes les entreprises dans lesquelles on investit, je pense qu'on va poser le stylo assez vite. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Donc voilà, en bref, bien, mais peut encore mieux faire. Merci Teguen. Donc sur le un peu mieux faire, c'est ce qu'on pourra débattre tout à l'heure. Alors donc ça clôt cette partie cross-cutting, premier volet.